Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Double Team. Aujourd'hui, on va encore prendre le temps de revenir sur la carrière d'un joueur. Et je suis très content aujourd'hui parce que je suis accompagné d'un sacré guest. Un mec qui est là depuis très longtemps, depuis 10 ans avec First Team, c'est Wax. Comment ça va, Wax? Ça va super, et toi? Bah bien, je suis content de t'avoir. Bah pareil, je suis trop content. À chaque fois que je te vois, ça me met de très bonne humeur, mec. C'est vrai? Ouais. Et tu sais, je suis un peu ému parce que moi, je fais partie de cette génération qui te regardait avec Yann, raconter des histoires. Waouh. Je me dis, là, je vais parler un peu d'histoire avec Wax, c'est marrant. Bah écoute, franchement, la boucle est bouclée, on va dire. Ça y est, putain, j'ai plus rien à faire derrière. On est fans l'un de l'autre, mec. C'est incroyable. Voilà, maintenant qu'on s'est bien caressé dans le sens du poil, on peut parler d'un joueur aujourd'hui. Si vous avez vu le t-shirt de Wax, normalement vous avez compris qu'on va parler de Magic Johnson. Pas du tout, de Dennis Rodman. Sacré t-shirt que il tu est nous pas as mis. mal, hein. Il C'est est son beau, merch officiel en plus. C'est vrai? Ouais. Et ben voilà, on lui fait de la pub. Je suis un Dennis. fanboy, mec. Mais en même temps, on a créé ce truc double team pour parler un jour de Dennis Rodman. C'est quand même le mec qui a le plus d'histoire dans la NBA. Oui, et puis qui a joué dans le film aussi, quoi. Et qui a joué dans le film. On a évidemment le DVD juste là. Regarde, Léo, il nous le montre. On a le DVD du film. Tu l'as vu, ce film? Ouais, bien sûr, je l'ai vu plusieurs fois. C'est un de nos films cultes avec mon frère, je t'avoue. La VF est assez dingue. J'ai vu que c'est 1,6 sur 5 sur... Oui, non, et ça le mérite. Non, je t'en cache pas que c'est pas non plus... En tout cas, on va prendre aujourd'hui le temps de revenir sur ces 14 années dans la ligue. Évidemment, c'est une icône des années 90. Et vous allez voir, il y a plein d'histoires autour de Dennis Rodman. On peut donc lancer ce double team. Dennis Rodman est donc né le 13 mai 1961 du côté de Trenton, dans le New Jersey. Bon, souvent quand les mecs deviennent des personnages excentriques comme Rodman, c'est que l'enfance a été un peu compliquée, ça a été son cas. Lui, il a grandi qu'avec sa mère déjà. Ouais, sa mère et sa sœur. Ouais, et ses deux sœurs. Et qui étaient, d'ailleurs, les deux étaient basketteuses. Ouais. Et les deux ont été all-américaines. Donc c'est quand même pas mal comme niveau. Une famille de basketteurs, j'ai l'impression. Son père, lui, il s'en va quand il est jeune. Et on l'a retrouvé des années plus tard aux Philippines. On a découvert qu'il avait eu 27 enfants, pas mal, avec 4 femmes différentes. Je sais pas ce qui est le mieux. Parce que faire 27 enfants à seulement 4 femmes, c'est énorme quand même. Ouais, c'est déjà énorme. C'est déjà fou. Ouais. C'est une sacrée stat. On va parler de beaucoup de stats, mais celle-là, elle est impressionnante. Et le fait qu'il grandisse entouré de femmes, ça va se ressentir en fait plus tard. Ça va expliquer plein de choses, le maquillage, les teintures, ça va créer une personnalité en lui quand même. Ouais, je pense surtout qu'en fait c'est surtout une époque, tu vois, où on n'est pas en 2025 hein, clairement. Non. Et effectivement, il grandit dans un ghetto de Dallas où on sait un peu comment ça se passe dans ces quartiers-là. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une masculinité forte dans ces endroits-là. Et quand tu grandis avec une sœur et une mère qui les deux te mettent une tarte quand ils vont à la hoops, c'est un peu compliqué, tu vois. Et donc je pense que ça aussi, ça fait partie grandement du personnage. Il disait, lui, quand il était jeune, il imaginait 3 options d'avenir. Une vie en prison, pas mal. Une vie de dealer de drogue ou mourir. Bon, écoute, quand tu présentes ça à la conseillère d'orientation, généralement, pas cadeau. À la différence de pas mal de joueurs NBA, lui, ce qui est marrant, c'est que le basket, ça va venir tard. En fait, il mesure 1m70 jusqu'au lycée, et ça va être un joueur de banc, du fond du banc à son lycée. Il va falloir attendre qu'il grandisse d'un coup, mais c'est un mec qui arrive sur le basket sur le tard en fait. Et je crois qu'il prend genre 15 cm en 6 mois, un truc comme ça. Ouais, voilà, 18, ça. Ouais, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Ouais, il enchaîne les petits boulots donc à la sortie du lycée parce qu'il n'a pas de carrière de basketteur, notamment à l'aéroport de Dallas, et il se fait prendre un soir en train de voler dans les bagages des montres, et il va faire sa première garde à vue, et ça va être là un peu le déclic de sa mère qui lui dit: arrête les conneries maintenant. Moi j'avais lu son livre Bad as I Wanna Be, qui avait été très mal traduit en français d'ailleurs, qui était sorti dans les années 90. C'était, je me rappelle même plus du titre en français, mais c'était vraiment c'était honteux la traduction. Et dedans il expliquait justement que en fait il s'est fait pincer, mais il a mis du temps à se faire pincer. C'est-à-dire qu'il était vraiment bon en revente de montres. Ouais, il était vraiment archi chaud. Du coup, tu le disais, il va prendre 18 cm en un an et il va commencer à se remettre au basket sur les playgrounds. Et c'est là où il va se faire repérer par un coach de l'université de basket de la petite fac de Southeastern Oklahoma State University, vraiment une petite fac qui va lui offrir une bourse pour qu'il vienne jouer. Et quand il joue son premier match, il a déjà la vingtaine passée. C'est un mec qui s'y met hyper tard. Il a jamais joué en club et premier match, il plante 24 points, 19 rebonds. Ouais. C'est pas loin de sa moyenne qu'il va avoir parce que je crois qu'il est à 26-16, un truc comme ça. C'est ça. Plus de 25 points, 3 fois All-American, plus de 15 rebonds sur ses années à la fac. Il commence à sortir sur les radars des scouts. En fait, on se rend compte que ce mec, c'est un physique à part. Ouais, c'est un athlète extraordinaire. Bien sûr. Prendre plus de 15 rebonds de moyenne à la fac quand t'en as pas fait, c'est, au-delà d'être un athlète, c'est que déjà t'as un sens du rebond qu'il aura toute sa carrière. Et évidemment, on le verra, il a 25 ans et après quelques retours, notamment du front office des Pistons qui sont plutôt bons,
il va décider de se présenter à la draft de 86. 25 ans, c'est vieux pour être rookie, mais je suis allé faire un peu des recherches. Sache qu'il y a des mecs comme Pablo Prigioni qui a commencé à New York à 35 ans. Ouais, on s'en rappelle tous de l'année où il débarque parce que Pablo Prigioni il est quand même vachement identifié avant d'arriver en NBA, mais c'est vrai que de le voir, on s'imaginait que j'espère qu'à son âge il portait pas le sac des autres et qu'il se prenait pas tous les trucs que se prennent les rookies quoi. On est donc en 86, t'es même pas encore né. Si, j'ai 2 ans. T'as 2 ans, ouais, je me rappelle très bien mec. Ah ouais, t'es déjà fan des Pistons à 2 ans? Pas du tout. Voilà, donc tu le vois arriver en tout cas du côté des Pistons en 1986. Il est donc drafté par Détroit. La même année d'ailleurs, la franchise draft un mec plus haut. Je sais pas si tu as en 11e position. Non. John Salley. Ah, John Salley, c'est la même année? Ah oui, ils sont rookies tous les deux. Ils sont rookies tous les deux. À l'époque, le coach. Lui, il est 27e position, je crois. Lui est 27e. Ouais, c'est ça. 27e et lui, donc John Salley, 11e. À l'époque, le coach de cette équipe, c'est Chuck Daly. Et il le dit lui-même, Rodman, dans ses interviews, peut-être dans son livre que tu as lu, ça va vraiment être son père adoptif. Oui, clairement. Clairement. Ça a été son premier père adoptif parce que c'est le discours qu'il fait au Hall of Fame quand il dit Phil Jackson et qu'il cite tous les coachs avec qui il a joué en disant ouais, c'est vraiment eux qui ont été mes parents. Phil Jackson, Jerry Buss, James Rich, Chuck Daly. Et d'ailleurs, il y avait un 30 for 30 d'ESPN qui était sorti sur les Bad Boys et tout le monde le disait qu'il passait Noël avec Chuck Daly. C'est ouf. C'est dingue. Donc, le Dennis Rodman, rookie, j'imagine que tu as vu les images comme moi, tu allais te les refaire. C'est un produit qui est très brut. C'est un mec qui est un fort défenseur, évidemment, qui est un énorme rebondeur, mais c'est un mec qui, en attaque, c'est très faible. Tu vois, il a pas de shoot, au lancer franc, c'est la galère. C'est vraiment un diamant à polir, comme on dit. Ce qui est marrant, c'est que Don Nelson, dans ces années-là, il va créer le AK Player. Il n'y avait pas encore ce nom-là. Et c'est le premier qui a eu ce traitement de défaveur. C'était Dennis Rodman. C'était le AK Rodman avant le AK Shaq qui est devenu très connu après. Non, mais c'est vrai, je crois qu'il était à peine 50 ou 60% au lancer franc sur sa saison rookie. Il est aussi très bon contreur. Ça on l'a pas dit, mais durant toute sa carrière, il va avoir des bonnes stats au contre. Et puis, c'est un mec qui est bad boy. Ouais. Finalement, ça, c'est quand même le premier truc qui te marque. C'est que tu vois arriver déjà un personnage alors qu'il est rookie sur les parquets NBA. Oui, parce qu'en fait, il y a Chuck Daly, donc à la figure du père, mais la figure du frère, etc. C'est les Rick Mahorn, c'est tous ces mecs-là qui le prennent sous l'épaule. Et en fait, lui, je dirais pas qu'il est fragile, mais à l'époque, il se calque sur les grands frères. Et c'est eux pour lui, ses grands frères. Et donc, quand ils disent ça, tu peux faire ça, il y va. Quand il y a de la maillotche, il y va parce qu'il veut faire comme les grands frères, en fait. Et donc, c'est ça qui fait que c'est un produit un peu particulier à ce moment-là. Ouais, ce qui est marrant, c'est que sur toutes les embrouilles, tu le vois venir, faire front, il a pas peur. C'est un mec qui a pas peur, notamment contre Larry Bird. Il y a pas mal d'images. Ouais. On y reviendra durant les finales de conf. Lui a été, contrairement à beaucoup, lui a été homeless. Ça a été un vrai SDF. Donc il connaît vraiment la rue. Il a peur de rien. Ça fait peur un mec qui a peur de rien. Oui, qui a rien à perdre. Pour ceux qui en ont rencontré quelques-uns dans leur vie, c'est des mecs, c'est un peu flippant parce que t'es sur le fil du rasoir, quoi. Tu sais qu'il peut aller plus loin que toi, non? Oui, bien sûr. Généralement. Première saison avec Détroit, record de victoires pour la franchise, 52 victoires à l'époque et finale de conférence. Bon, son arrivée fait du bien visiblement. En finale de conf, il joue donc les Celtics de Larry Bird. D'ailleurs, quand il rentre sur le parquet, parce qu'il est en sortie de banc, c'est lui qu'on met sur Larry Bird. Ouais. C'est déjà à l'époque, on l'envoie. Donc c'est dire que t'es un sacré défenseur quand même. Ouais, clairement. Et surtout, quand on voit les images, l'intensité qu'il met, c'est là où on se dit, mais comment ce mec fait? Parce que on le colle toujours à l'époque, on le collait plus sur les arrières et sur les ailiers, ce qui va muter plus tard dans sa carrière, mais voir ce qu'il leur met, tu vois, récemment, ce qui m'y a fait penser le plus, c'était Caruso, la défense qu'il avait eue sur Jokic pendant les finales de conf l'année dernière. Tu vois, c'est un roquet. Elle est morte les mollets, elle est gênée. Exactement. Et puis on le met sur un Larry Bird qui est dans son prime. Hein. Il est MVP 3 fois de suite les années précédentes, 84, 85, 86. Il va quand même tourner à 27 points de moyenne sur la finale de conf. Et puis Larry Bird, on fera un double team aussi un jour sur lui. C'est un mec qui était dans le trash talk. Donc quand il se rentre dedans, Larry Bird il lui répond. Et il y a des fronts entre les deux. La série elle est fantastique pour ça. Le public le kiffe.
Il y a déjà des pancartes pour The Worm. Je sais pourquoi on l'appelle The Worm. À cause des mouvements qu'il faisait quand il jouait au flipper. Ouais, c'est un peu décevant. C'est clairement un peu décevant. Et il a déjà cet ADN de l'équipe des Bad Boys. Alors à l'époque, on n'appelle pas encore ça les Bad Boys. Est-ce que tu penses que lui a fait que cette équipe est devenue les Bad Boys, ou tout était déjà construit pour que ça devienne une équipe de mauvais garçons comme ça? Ouais, non, je pense que c'est une série de choses qui se sont alignées, tu vois. Pour moi, l'architecte numéro 1, c'est Isaiah Thomas. C'est vraiment lui, c'est cette mentalité-là. Je pense que lui et Bill Laimbeer, c'est la relation 1-5 comme ça, où vraiment eux, ils font les fondements du truc. Et puis après, évidemment, tu vois, Dumars, c'était le nice guy. Mais effectivement, John Saleh, Rick Mahorn, on a tendance à l'oublier, mais plus tard, Mark Aguirre, etc., qui arrivent dans un deuxième temps. En fait, une fois qu'ils ont enlevé Adrian Dantley, etc., qui étaient un peu des mecs pas très sur la défense, on va dire, ça devient une grosse équipe défensive. Et alors lui, pour moi, il fait partie du joint global qui englobe tout ça, quoi. Clairement. Cette série, elle va aller en 7 matchs face aux Celtics. Il y a notamment ce match 5, cette remise en jeu d'Isaiah Thomas, où il se rate complètement. Dramatique. Interception de Larry Bird, et derrière le panier de la gagne. Finalement, les Pistons s'en remettront jamais. Mais donc, il y a cette équipe qu'on va commencer à appeler les Bad Boys après, à partir de la saison 87-88, qui commence à se mettre en place. Toi, pourquoi c'est ton équipe préférée? Alors moi, historiquement, c'est parce que ma famille vient de Détroit. Donc du coup, j'ai de la famille à Détroit, et du coup, quand j'étais petit, j'avais des fringues des Pistons. J'avais un maillot avec marqué Detroit Bad Boys avec la tête de mort. J'avais un fut Pistons. J'avais une jaquette Pistons. Moi, je pensais que c'était une marque de fringues à la base. et ma famille m'avait envoyé une cassette, pour les plus jeunes, une cassette vidéo VHS des exploits des Bad Boys à l'époque. Et c'était, je me rappelle, je crois qu'elle s'appelait Back to Back, la vidéo, un truc comme ça. Okay. Et ouais, donc il y avait tous les bloopers de l'époque, c'est-à-dire les highlights en gros, tu vois. Et ouais, là je me suis dit, mais non seulement c'est mon sport préféré, mais c'est mon équipe préférée, quoi. C'est marrant parce que toi qui es un mec si gentil, genre tu t'identifiais, elle te faisait kiffer cette équipe. Je pense qu'il y avait un côté super-héros, tu vois. Je regardais Batman à la télé, et puis je regardais les Bad Boys en VHS, il y avait de la tape, il y avait tout ce qu'on aime, et puis surtout il y avait cette irrévérence, tu vois, genre les mecs on aime les anti-héros comme ça, on les adore ces mecs là, tu vois, et quand t'es petit t'es une éponge, et moi ça m'a marqué énormément. Clairement c'est les anti-héros de cette ligue, hein, et ça va l'être durant des années. Quand t'avais les grands Lakers, les grands Celtics, t'avais les petits Pistons qui commençaient à émerger. Lors de la saison sophomore, Rodman il rentre quelques fois dans le 5, il tourne à plus de 11 points, plus de 8 rebonds. Et les Pistons, ils continuent à dérouler, eux. Ils font un nouveau record de victoire avec 54, 2 de plus que l'année passée. Ils terminent 2e derrière les Celtics. Et ça y est, c'est devenu les véritables contenders de cette époque. Et dans le run de playoff, ils vont sortir pour la première fois les Bulls de Jordan. Ouais. Et ça, c'est aussi des séries de ouf. Tu te les as refaites un peu, les séries contre Jordan? Ah oui, maintenant que sur YouTube. Et puis grâce aux Classic Games aussi, bien sûr. Tous les lundis soirs, 22h minuit. Exactement. Sur First Team. Je re-regarde tous ces matchs, et franchement, je me régale parce que c'est presque un autre sport en fait, en réalité. Ouais. Et il y a une intensité, il y a une lenteur que j'aime aussi. Ouais. Et on apprécie beaucoup plus, je trouve, les schémas tactiques, surtout qu'on a un cerveau un peu lent comme le mien. De temps en temps, ça va trop vite. Moi, quand je regarde un match, je fais attends, c'était quoi le play exactement? Je suis obligé de remettre en arrière. Là, tu comprends bien, ça s'installe bien, c'est rugueux. Des rivalités. Ouais, c'est ça. Ouais. Et on en a pas parlé tout à l'heure, tu vois, mais je pense que c'est important de le dire. Cette équipe des Pistons, même si c'est tourné autour de Rodman cet épisode, parce qu'il fait partie de ça, c'est une famille vraiment au sens large. Et tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure de Larry Bird, il y a eu cette sortie entre guillemets dramatique de Rodman qui dit mais ça peut-être que tu voulais qu'on en parle plus tard, qui dit que jamais on n'aurait parlé autant de Larry Bird s'il avait été noir en gros, et derrière ça a été repris par tous les autres qui ont dit non c'est moi qui l'ai dit, 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 et à la fin c'est Isaiah Thomas qui a dit ouais non c'est moi qui l'ai dit, et qui allait faire une conférence de presse pour ça, quoi. C'est fou, hein. Ouais. Et enfin ils vont arriver à taper les Celtics lors de cette finale de conf de 88, et ils vont aller donc en finale contre les grands Lakers de l'époque. T'étais fan toi un peu des Lakers, parce que je t'ai vu arriver avec un pull des Lakers. Ah oui, mais j'adore les Lakers. Voilà, moi en fait j'ai de la famille à Détroit et à Los Angeles, donc j'avais un petit peu moi dans de le merch des deux. Ah ouais. C'est tout. Écoute, c'est pas mal. Et du coup en fait j'ai toujours eu à l'est mon équipe c'est les Pistons, à l'ouest c'est les Lakers. Tu sais, c'est un peu comme quand t'as une grande décision à prendre dans ta vie, tu jettes la pièce en l'air, et c'est quand tu jettes la pièce que tu sais ce que tu veux voir comme face
ça va retomber. Et moi, c'est vraiment en 2004, quand mes deux univers se croisent, que j'ai su que je voulais que ce soit les Pistons qui gagnent. Donc, je suis un gars des Pistons. Le premier épisode, il se passe en 88. C'est une énorme série. Hein. Si vous l'avez jamais vu, je vous invite à aller la voir. Ça va en 7 matchs. Et les Pistons, ils vont s'incliner, mais avec tellement de regrets, parce qu'ils mènent 3-2. Avec un match 6 à domicile pour finir. Joe Dumas rate déjà le shoot de la gagne. Donc les Lakers l'emportent 3-3. Et au game 7, les Pistons font une énorme remontada. Je crois qu'ils sont à moins 15 pendant tout le match. Ils reviennent à moins 4 ou à moins 2 à 1 minute de la fin. Et il y a Dennis Rodman qui va faire faute sur Magic et qui va l'emmener sur la ligne des lancers francs. Et il va inscrire les lancers. Ils vont perdre en finale. Ouais, mais ça fait partie des moments durs d'une carrière, mais c'est aussi les moments qui forgent le reste. Et je pense que en fait, il n'y aurait pas eu l'après, ce qui s'est passé après, s'il ne s'était pas passé ces finales-là 88. Et on va parler de l'après juste maintenant. Les Lakers font donc le back-to-back, eux, et les Pistons attendent l'année suivante pour devenir les champions. La plus belle histoire des Pistons, elle va finalement s'écrire sur les 2 saisons suivantes. La première saison, c'est la saison 88-89. Rodman sort toujours du banc, mais il va avoir un tel impact défensif qu'il va être élu All-NBA, All-Defensive First Team. Pardon. Ouais. Ce qui est un exploit quand tu sors du banc, mais il est tellement impactant, c'est impressionnant qu'il a des voix et qu'il est élu, quoi. Ouais. Et puis je pense qu'il y a un impact athlétique, visuel, et aussi ça récompense aussi le collectif. On connaît ces récompenses-là, tu vois. Mais ouais, effectivement, c'est le mec dont tout le monde parle. Tu sais, à chaque fois qu'on voit des reportages maintenant sur les années 80-90, à chaque fois ils disent quel était le mec contre qui tu galérais, et ils répondent toujours Rodman. Surtout à cette époque-là, il était très dur. Il est podium Depoy aussi, hein, en sortie de banc, ce qui est exceptionnel. Les Pistons, continuent d'être de mieux en mieux. Ils gagnent 63 matchs cette saison-là, 3e saison de suite avec un record de victoires, et cette fois ils vont dérouler jusqu'au titre. 4-2 face aux Bulls de Jojo en finale de conf, puis 4-0 face aux Lakers qui visaient le three-peat. Et ça, c'est exceptionnel. Là, le coup de balai, le coup de balai contre une grande équipe. Une grande équipe. C'est vraiment, c'est eux qui mettent le rideau à la dynastie des Lakers quand même. Ouais. Parce qu'ils mettent clairement le rideau. Quasiment sur Bird. Ils empêchent Jordan de débarquer et ils mettent le rideau sur la dynastie des Lakers. Qui peut se targuer d'avoir fait ça dans l'histoire? Enfin, tu vois, ils font partie des plus grandes équipes de l'histoire, qu'on le veuille ou non. Tu vois. Clairement, ça fait seulement 3 saisons. Dennis Rodman va donc être champion NBA. Il a déjà 28 ans. Ouais, c'est dingue. En fait, il est âgé, quoi. Mais il est vieux, mais après 3 saisons, ce mec qui a découvert le basket, qui s'est découvert peut-être basketteur à 20 ans, est champion NBA après 3 ans. 8 ans après. Ouais, c'est dingue. C'est ça aussi le truc, c'est que je pense qu'il ne faut pas enlever le travail de ces gens-là. C'est-à-dire que, tu sais, on dit c'est des athlètes, des machins, mais le travail de Dennis Rodman, qui est décrit d'ailleurs par ses anciens collègues, qui disent tous que c'était l'un des mecs qui bossait le plus. Ouais. Parce qu'on va parler certainement de lui, le tougher à un moment donné. Oui, bien sûr. Mais quel monstre de travail c'était. Chuck Daly disait qu'il s'entraînait avec des shorts lestés. Ouais. Tu vois, un peu à la Piccolo, tu vois. Oui, voilà, mais en fait, il est très Dragon Ball, quoi. C'est comme Son Goku quand il met la carapace de tortue pour s'entraîner, quoi. Et c'est un mec qui est visuel. Il y a, là, je regardais ses highlights de carrière. Le nombre de sauts pour sauver les balles là, dans le public, c'est sa signature. C'est lui, vraiment, les sauts à l'horizontale comme ça pour aller prendre des rebonds. Alors, souvent, ça sert à rien, en plus. Ouais, mais ça galvanise l'équipe. Ouais, exactement. La saison suivante, il y a Rick Mahorn qui est envoyé à Minnesota. Qui refusera d'y aller d'ailleurs. Voilà. Dennis Rodman lui rentre dans le 5. Ça a plutôt bien marché puisqu'il va être Depoy pour la première fois. All Defensive First Team, mais aussi All Star. Et ça, c'est fou parce qu'en 2025, se dire qu'un profil comme Rodman puisse être All-Star, c'est presque impossible en 2025. Tu vois ce que je veux dire? Tellement les stats sont maintenant portés vers l'attaque. C'est clair. Ce mec est All-Star. Il est All-Star et puis surtout, moi vraiment, ce qui m'a touché le plus, tu sais, quand je revoyais des images à l'ancienne, parce que on se figure Rodman comme étant, comme on disait, un bad boy, etc. Et quand on lui remet ses trophées individuels, notamment le Depoy, il arrive un peu en blaire, tu sais, sourire et tout, et vraiment au bout de 2 secondes on voit tout son passé qui ressurgit, c'est-à-dire les daddy issues, le fait qu'il ait dormi dans la rue, le fait qu'en fait c'était un gosse avec des grands frères autour de lui, mais que ça reste un adolescent entre guillemets pas fini, tu sais, qu'il n'y a pas eu l'enfance qu'on a pu avoir toi ou moi par exemple, tu vois, et il chiale vraiment en disant vous savez pas comment j'en ai rêvé, et cette image, moi à chaque fois elle me brise le cœur parce que je vois un enfant
un enfant qui a eu une vie très dure et qui ce jour-là est vraiment content. En fait, on se rend compte que Dennis Rodman, ce qu'il veut, c'est être aimé. Et ça, quand on a cette clé de compréhension-là de lui, toute sa carrière, après, tu comprends, tu sais, il cherche l'attention des autres, il cherche leur amour, quoi. Mais t'as raison, on le verra avec ses coupes de cheveux notamment, mais tu fais bien d'appuyer là-dessus, c'est que c'est tellement un mec qui dégage une image de bad boy, entre guillemets, mais souvent les bad boys sont des mecs qui ont tellement de couches dans leur personnalité et enfuis au fond d'eux, qu'en fait c'est peut-être les mecs les plus intéressants à analyser, peut-être pas à fréquenter parce que c'est violent de fréquenter un Dennis Rodman, mais quand tu analyses le mec, quand tu le lis, quand tu as des films sur sa biographie, en fait c'est trop intéressant. Ouais, parce que je pense qu'il était beaucoup plus nice guy que Bill Laimbeer par exemple, qui lui est un vrai méchant. Tu sais, Bill Laimbeer, Bill Laimbeer, juste pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que c'est l'un des rares joueurs NBA qui est arrivé en NBA. Bah alors maintenant c'est monnaie courante, mais à l'époque ça l'était pas du tout. Il arrive en NBA, ses parents sont plus riches que lui. Donc c'est-à-dire que son père joue au golf, il a dit ah ouais tu joues en NBA, tu touches combien? Et je sais plus, à l'époque il devait toucher un salaire de 300 000 balles, tu vois, ce qui était énorme. Il lui dit ça et l'autre lui a rayonné, quoi, tu vois, son daron. Tu vois, donc Bill Laimbeer il avait vraiment le truc de putain j'ai besoin de prouver et je vais être méchant et je vais être machin, mais c'est d'autres issues, tu vois, alors que lui bah il vient vraiment de la rue, donc c'est très différent. Les Pistons vont réussir le back-to-back et aller gagner à 2 titres en 2 ans en sortant encore Jojo en finale de conf. Ça c'est quand même exceptionnel avec tout ce qu'on a inventé derrière pour Jordan, les Jordan Rules également, et du Mars, le Jordan Stopper et voilà, tout. Mais ces séries contre Jordan, elles sont exceptionnelles. Elles sont c'est presque pas fair entre guillemets quand tu regardes ça en 2025, tellement ils y vont fort contre Jordan. Non mais c'est trop. Mais je suis d'accord. Et puis d'ailleurs dans The Last Dance, c'est très bien. On voit très bien la méthode utilisée, c'est-à-dire vraiment, en gros, on le laisse faire jusqu'à la dernière seconde où on le découpe dans la raquette et c'est franchement, les images sont d'une violence. Aujourd'hui, je pense que pour un quart de ça, t'as $50 000 d'amende et une expulsion de 4 matchs, quoi. Et puis il y a des choses qui mentent pas, c'est la rancœur. La rancœur qu'a Jordan et c'est réciproque quand les bad boys envers Jordan, c'est assez impressionnant. En finale, ils vont taper le Jojo Bis, Clyde Drexler avec Portland, et ils vont donc être champions 2 fois en 2 ans. Est-ce que pour toi, tu les places comme une des plus grandes équipes de l'histoire? Tu commençais à en parler tout à l'heure. Évidemment, il y a toujours les Bulls, les Warriors de 2016-2017. Où tu les places, ces Pistons dans l'histoire qui ont réussi le back-to-back? C'est une excellente question. Écoute, franchement, moi je les place très haut parce qu'en fait, ils ont, comme on disait, tu vois, ils sont pas arrivés du jour au lendemain. Tu vois, aujourd'hui, les équipes OKC est champion. 4 ans avant, ils sont même pas en play-off. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, des histoires comme ça, il y en a eu beaucoup. Mais dans le passé, c'était plus de la construction dans le temps. Donc, ce qui fait que plus tu passes du temps avec les autres, plus c'est huilé, plus c'est fort, plus c'est tu vois, la défense des Pistons, mais leur attaque aussi, tu vois, parce qu'ils étaient des champions de l'attaque avant d'être des champions de la défense. Tu vois, c'est eux qui ont le record. C'est avec Isaiah Thomas qu'ils ont le record du match avec le plus de points de l'histoire de la NBA. Tu vois, donc faut pas oublier non plus ces années-là. Ils se construisent vraiment sous les yeux des spectateurs, parce que nous on était jeunes, toi t'étais même peut-être pas né. Non. Mais ils arrivent à un produit diamant brut, une équipe vraiment très très forte qui ont réussi à battre énormément d'équipes très très fortes. Là, c'est une vraie team, tu vois. Donc, est-ce que c'est une équipe qu'on veut placer ou est-ce que c'est leur palmarès? Parce que leur palmarès, il est à égale distance de Houston finalement, qui quelques années après vont faire aussi un back-to-back et n'auront gagné que 2 titres en tant qu'équipe. Mais en tant qu'équipe, je la place très très haut. Je ne saurais pas te dire combien, mais très très haut. Très très haut. Moi, ce que j'aime avec cette équipe, c'est qu'il y a plein d'histoires à raconter autour. T'en as parlé de beaucoup. Il y a Isaiah Thomas qui se fait la cheville face aux Lakers. Il y a toute cette rivalité avec Jordan. Je trouve que c'est une équipe où t'as plein de choses à raconter. Mine de rien, t'as quand même un joueur numéro 1 qui est Isaiah Thomas, parce que tu parles d'une équipe, mais il y a un mec qui ressort, c'est quand même Isaiah Thomas. Est-ce que pour toi, à cette époque, Dennis Rodman est ton joueur préféré ou tu mets quand même Thomas devant? Alors, pour être tout à fait exact avec toi, si on reprend la timeline, moi vraiment, je commence à m'intéresser vraiment aux Pistons
quand Dennis Rodman, et on va en parler juste après, est à San Antonio. Ok. Parce que moi, comme tout le monde, je me fais démonter la tête par Demolition Man et par tout ce qu'il y a autour de cette époque-là, tu vois, Wesley Snipes avec la coupe blonde, machin et tout. Je fais le rapprochement avec Dennis Rodman. Du coup, Dennis Rodman devient mon joueur préféré parce que c'est un super-héros avec changement de coupe à tous les matchs. Je vois les highlights, je suis comme un zinzin. Et en fait, vraiment, moi, c'est un peu plus tard que Dennis Rodman. Okay. Mais avec le recul, Dennis Rodman est mon joueur préféré de tous les temps, à toute époque, je crois. C'est une belle réponse. Il restera encore 3 ans du côté de Détroit. Il sera plus jamais champion, évidemment, mais il s'imposera comme l'un des meilleurs ailiers de la ligue. Le meilleur rebondeur de la ligue. Et c'est clairement le meilleur rebondeur. Les stats au rebond, 18,7 rebonds, 18,3 rebonds. Aujourd'hui, c'est assez simple de le dire, c'est le meilleur rebondeur all-time. Oui. Ça, il n'y a pas de doute. Bah oui, parce que je pense qu'il faut prendre, tu vois, c'est un peu comme Charles Barkley, c'est ce que disait Charles Barkley. Il disait, moi, je prenais beaucoup de rebonds, mais regardez contre qui je les prenais. Et effectivement, c'est vrai qu'on donnera toujours un peu moins de crédit à quelqu'un qui fait un 2-20, tu vois. C'est sûr, quand tu vois l'adversité qu'il y avait en face, parce que c'était une science. Le rebond, il y a des matchs dans lesquels il prenait 18 rebonds offensifs. Oui. Tu vois, et c'est là et où tu vois... au-dessus de la tête des mecs, sur des lancers francs, beaucoup. Et c'est là où il mélange son athléticité, je crois que son athlétisme, son côté athlétique et aussi le cerveau, parce que vraiment sa manière d'étudier le rebond, on le voit très bien dans The Last Dance, mais on le voit aussi très bien, il y avait un 30 for 30 qui était sorti sur lui où tout le monde disait, mais il passait des heures à regarder des cassettes pour savoir comment récupérer un rebond court, un rebond long, si c'était un ailier qui shootait en bord, machin, etc. Enfin, il avait quand même, je pense qu'il avait un espèce de trouble de l'attention. Tu vois, il était dans le spectre de quelque chose en tout cas. Mais c'est beaucoup moins valorisé qu'un meneur qui fait qui met en place le jeu, qui va trouver les bonnes passes au bon moment, dans le bon rythme, mais c'est du QI basket de savoir se placer sur des rebonds, et ça va à l'encontre un peu de l'image qui dégage du tougher, du mec qui où tout glisse sur lui. C'est un mec qui analyse le jeu et qui l'a fait. Il va être 7 fois quand même meilleur rebondeur de la ligue 7 années consécutives. C'est dingue, c'est énorme. Il va aller chercher un deuxième Depoy, aller chercher une deuxième sélection All-Star Game et aussi faire un top 10 MVP en 91-92 en tournant en 9,8 points et 18,7 rebonds. Ça dit tout, c'est exceptionnel. Mais oui, c'est romantique presque tout ça. Est-ce que Rodman, pour toi, même si tu as commencé à le connaître chez les Spurs, est-ce que sa franchise à laquelle tu l'identifies, c'est les Pistons ? Non, franchement, je vais être super honnête. Je l'identifie aux Bulls parce que là, il y a encore un autre supplément d'âme, tu vois, qui se passe. C'est-à-dire qu'avec le recul, maintenant, moi, tu sais, étant fan des Pistons, j'aime le fait qu'il fasse partie du legacy des Pistons. C'est les seuls, d'ailleurs, à avoir retiré son numéro, tu vois, alors que c'est pas dur de retirer le 91 sur le papier, tu vois. Après, moi, j'ai un lien avec le retirage de maillot qui est un peu particulier. Je suis pas spécialement pour le retirage de maillot. Vrai. Je préfère le Wall of Fame, c'est-à-dire dire ce joueur-là, il est important pour nous et son nom est en haut du stade, mais les numéros, moi j'aime bien quand ils sont reportés. Exemple, tu vois, moi je l'ai connu avec les Spurs, il portait le 10. Quand Jérémy Sohan est arrivé avec le 10 et avec la coupe un peu à la Dennis, ça m'a fait trop plaisir. J'étais là, putain, quelqu'un qui porte le 10 comme lui à l'époque et tout, tu vois. Et il y a des numéros, j'aimerais bien les voir reportés, tu vois. Après, il faut que ça soit évidemment incarné comme il faut, mais c'est une pression. Mais je trouve que c'est intéressant. Comme tous ceux qui portent le 23 dans leur équipe en hommage à Jordan, souvent tu peux passer à côté. Oui, ça c'est clair. En 92, les Pistons ils perdent au premier tour contre les Knicks, une deuxième élimination en 2 ans. Chuck Daly va remettre sa démission et ça va briser Dennis Rodman. Parce que là il voit son père adoptif entre guillemets partir. Dans le même temps il épouse Annika Bex avec qui il va avoir une fille. Et je crois qu'ils vont être mariés 3 mois. De très peu de temps, ils vont se séparer. Il va voir très peu sa fille et ça va être une période très compliquée. Je vais te laisser raconter un peu l'anecdote où on va le retrouver notamment un soir de février dans sa voiture avec un fusil chargé à la main, endormi au volant. Ouais, en fait, il est au Palace de Burn Hills et en fait, tout ça l'a cassé parce que donc c'est un enfant brisé. Il arrive dans une ligue où, comme on l'a dit depuis tout à l'heure, il trouve une famille, il trouve une figure paternelle, il trouve des frères. Il se sent hyper bien. Rick Mahorn, c'est le premier coup. C'est-à-dire qu'il se dit, mais attends, mais en fait, c'est quoi cette histoire de... Il y a un de mes refs qui se barre. Après, les résultats ne décollent plus, mais
c'est pas grave parce que il se dit tant qu'on est ensemble, on est une famille. Ouais. Et là, je pense que ça a été le coup de trop Chuck Daly. Et il s'est dit, en fait, il y a pas de en fait, tout ça, c'était du cinéma. C'est un peu le Truman Show, tu vois. Et d'un coup, il y a tout le décorum qui s'en va. Et il se dit, mais en fait, qui je suis ? Qui est Dennis Rodman ? Et il se retrouve dans cette voiture, donc au Palace d'Auburn Hills, avec un fusil à pompe. Il pense au suicide à ce moment-là. Et il écoute l'album 10 de Pearl Jam. C'est ce que disent la légende, c'est ce que lui raconte, tu vois. Donc moi j'ai envie d'y croire parce que je trouve ça magnifique. En plus moi je suis un fan énorme de Pearl Jam. Et il écoute le morceau Black. Et, qui est un morceau doux du coup ? Non, qui est pas du tout un morceau doux, mais qui est un morceau très puissant. Et en fait il pose le fusil et il écoute le morceau. Et je pense qu'il devait être très fatigué parce que je pense qu'il devait être... ça doit être émotivement très éprouvant, tu vois. Et en fait, il s'endort et il se fera réveiller. La légende veut, en tout cas, lui dit que Pearl Jam lui a sauvé la vie à ce moment-là. Et on reparlera de Pearl Jam, parce que t'en parles dans ton livre et il y a une anecdote encore très très cool là-dessus. Ça va pas l'empêcher de terminer la saison. Cet épisode, c'est un soir de février 93. Il va faire un match derrière à 30 rebonds, notamment ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est très très bien. Dans un match. Les Pistons, par contre, eux, ça va pas. Ils se qualifient même pas pour les playoffs. Et lui dit qu'il a besoin d'un nouveau départ. Il va donc demander son trade. Il est envoyé chez les Spurs de David Robinson à l'époque. Il a des meilleurs pivots de la ligue en 93 à l'époque, mais qui manque d'un côté bad boy. Ah oui, ils étaient très soft à l'époque. Ils étaient soft. Et alors là, tu ramènes Dennis Rodman. C'est peut-être la dernière franchise, surtout quand tu as du recul maintenant en 2025 sur la franchise des Spurs. Mais c'est peut-être la dernière franchise où tu vois un Dennis Rodman arriver. Ah, clairement. Et puis, en plus, comme on disait tout à l'heure, dans la voiture, c'est le moment où il dit « Allez, Dennis Rodman, c'est terminé. The Worm, c'est terminé. Maintenant, place à Demolition Man. C'est-à-dire que je vais devenir quelqu'un d'autre. » Il passe l'été 93 à se tatouer, à se mettre des piercings dans tous les sens, à dire à tout le monde qu'il est bisexuel. Il rencontre Madonna et ils sont en couple, donc ensemble. Donc il devient... d'un coup, d'un seul, presque une rockstar. S'imaginer ça aux Spurs, dans le sillon de San Antonio, c'est pas du tout la culture. Et c'est pas du tout la culture, surtout de l'amiral, de David Robinson, qui est méga cato et qui a fait l'armée. Donc être avec un zozo pareil, c'est l'entente est chelou. Il débarque chez les Spurs avec donc la teinture blonde à la Wesley Snipes. Tu parlais Demolition Man, c'est évidemment un hommage. Et directement, il y a un impact énorme sur le terrain. J'ai pris ces 2 premiers matchs avec les Spurs. Incroyable la stat des 2 premiers matchs. 0 points, 49 rebonds. Non mais attends, il a fait 24 et 25. C'est un délire. 49 rebonds. Extraordinaire. Chez les Spurs, tu t'en parlais, il va commencer à être de plus en plus instable dans sa vie à côté. Il y a la coupe de cheveux qui change à chaque match déjà. Ça, c'est un truc de ouf. Parce que peut-être en 2025, ça choque un peu moins, mais là, de voir un mec arriver à chaque match avec une coupe de cheveux différente et de voir des tableaux faits par les analystes en disant sous teinture blonde, tant de points de moyenne, sous teinture rose, tant de points de moyenne. C'est un truc de ouf. C'est dingue. Ouais, pour la culture de la NBA, je pense que vraiment David Stern devait se dire il me fait très peur ce mec, mais en même temps, quel étendard quoi. Je veux dire, tout le monde, il y a plein de gens qui s'intéressent à la NBA via Dennis Rodman. Ça, faut s'en rendre compte aussi. Et David Stern, on y reviendra, ils étaient pas copains. Ah non, ils étaient pas copains. Le grand patron de la NBA, Dennis Rodman, il a essayé de faire quelques dingueries et David Stern a dû dire stop. Tu parlais de Madonna, ça c'est cool aussi parce que il y a une histoire autour de Madonna, je sais pas si c'est vrai, mais genre elle lui courait après dans tout San Antonio, elle demandait j'aimerais voir Dennis Rodman, jusqu'à ce qu'elle arrive à un match, qu'elle arrive à aller dans le vestiaire derrière pour former ce couple. Mais c'est s'imaginer aussi l'impact parce que à l'époque Madonna commence à exploser comme étant la star pop numéro 1. Ah oui, en tout cas clairement. Et puis elle bouscule la pop un peu comme Dennis Rodman. C'est-à-dire elle a des paroles qui dérangent, elle a un look qui dérange. C'est un couple iconique. C'est un couple iconique et ce qui était marrant, c'était que lui vraiment pour le coup la connaissait très peu. Elle connaissait très peu sa musique. Elle était fan de lui. C'est quand même le monde à l'envers, tu vois. Et ce qui est marrant, bon ça il l'écrit dans son livre, donc je te le raconte vite fait, mais vas-y. Elle voulait absolument un enfant avec lui. Et donc à chaque fois qu'ils passaient une nuit ensemble, elle passait la soirée après en poirier pour être sûre qu'elle puisse féconder, tu vois. Mais non. Et elle a pas réussi. Et lui, il avait fait une phrase très dure. Il a dit ouais, mais c'est vrai que j'ai toujours été un mauvais shooter, un truc comme ça. Bah oui. Et c'est bon. Inspiré toujours. Très inspiré.
inspiré. Mais c'était très drôle et elle aussi en a rigolé. Mais c'est vrai que cet environnement off-court qui est instable, ça va pas l'aider, notamment sur les parquets. Il va avoir beaucoup de pétage de plomb. On le voit mettre des coups de tête à des joueurs, même à des arbitres. Il va faire des fronts. Et plus tard même à des caméramans. Et même à des caméramans, ça arrivera après. La franchise, elle est obligée de sévir à un moment donné parce que surtout les Spurs, ils ont une image à tenir, donc ils vont le suspendre de nombreuses fois. Les fans vont commencer à ne plus vraiment être dans le wagon Dennis Rodman, et il va avoir cette sortie où il dit if you don't like me, kiss my ass. Voilà, tout simplement. Pas besoin de traduire, j'ai l'impression. Non. Mais en fait, ce passage à San Antonio, il dure que 2 ans. Il y aura une finale de conf face à Houston où Hakeem The Dream joue face à Dennis Rodman. C'est lui qui défend dessus. Il défend plutôt pas mal en plus. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce passage aux Spurs ? Moi, je vais être honnête avec toi. On est là pour ça. Bah oui, je suis honnête parce que moi, je suis toujours dans le romantisme et tout. Ouais. Et voilà, tu vois, mais pour moi, il a réussi à être la personne qui manquait aux Pistons aussi. Ouais. Pour aller au-dessus, tu vois, notamment quand il est devenu le starter. C'est lui qui a fait en sorte qu'il a cette mentalité de gagnant quand même. On peut pas lui enlever ça, tu vois. Et pour moi, aux Spurs, il met un gros coup dans la ruche. Et après on dit non, pas de violence ici. Les mecs qui tapent dans la ruche, on les vire. Donc il se fait virer. Mais pour moi, c'est grâce à lui et à son passage là-bas que ça remue des choses dans la tête des autres. Ouais. Et que derrière, je pense que David Robinson, il a jamais été considéré comme ni un bad boy ni quoi que ce soit, mais il s'est endurci. Grâce à Dennis Rodman, qui, n'oublions pas, avait 33 ans quand il jouait aux Spurs. C'était pas un minot. Ouais. C'était son vet, quoi. Il était à côté de lui et il disait putain mais bouge-toi le cul. Et je pense que voilà, c'est épisodique dans sa carrière parce qu'il a rien gagné, mais je pense que ça fait beaucoup de bien aux Spurs. Voilà, c'est ma take. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra attendre Tim Duncan et quelques années pour être champion, et c'est pas le même profil que Dennis Rodman. Ah, ça c'est sûr que non. Mais par contre, je pense que tu vois, David Robinson a dû prendre des phrases que Dennis Rodman lui avait dit et a dû les dire aux autres en disant ouais ça vient de moi, mais on le sait tous. Et son passage, il est peut-être pas tant important pour la franchise, mais il est important pour le joueur, parce que on parlait de l'évolution de ce mec. C'est un mec qui défendait donc sur Magic dans les finales avec les Pistons. Là, il va commencer à s'envoyer des big men. Ça va commencer à être un poste 4 titulaire qui peut défendre sur les grands. Et ça, c'est quand même typique de Dennis Rodman, c'est qu'on aura dit dans sa carrière, il a pu défendre du 1 au 5. Oui, c'est ça, exactement. Il suffit de taper sur YouTube par exemple Dennis Rodman defend Shaquille O'Neal. Ouais. Et là tu comprends que vraiment c'était une punaise, quoi. Et c'est lui qu'on envoyait sur les plus gros gabarits, Karl Malone et tout. Bon, on va peut-être en parler un peu plus tard, mais bien sûr. Cette évolution, elle fait partie aussi pour moi du cerveau Dennis Rodman. Ouais. C'est savoir s'adapter aussi et pas être un joueur. C'est un joueur pluriel. Voilà. Ouais. À la fin de la saison 94-95, donc il y a Greg Popovich qui est nommé GM de la franchise des Spurs, et lui va faire un peu du tri dans les vestiaires. Généralement, quand tu commences à faire du tri quelque part, tu commences par le gros bordel. Le gros bordel s'appelle Dennis Rodman, sachant que Dennis Rodman qui le déteste. Faut le savoir. Hein. Dans le livre, j'ai jamais lu autant de mots. Alors, c'est des mots que je peux même pas répéter ici. C'est vrai ? Ah ouais, parce que la vidéo se ferait strike. Mais le nombre de fils de 1-1-1, fils de 1-1, il l'écrit, mais genre noir sur blanc, mais genre 30 fois concernant Greg Popovich. Alors, c'est un livre qui est sorti dans les années 90, peut-être que depuis, voilà. Mais c'est fou la haine qu'il avait contre ce mec. Sachant que David Robinson, lui, il appelait le diable. Hein. Oui, il n'a pas défendu le dossier non plus en disant il faut garder à tout prix Rodman. Il est envoyé chez les Bulls contre Will Perdue. Respect à Will, mais ça vaut pas un Rodman quand même quand tu prends du recul. Ouais, mais je pense qu'il y a l'âge aussi, tu vois, faut le mettre dans le contexte. Et après, je pense que c'était une valeur marchande. 34 ans. Tout le monde avait peur de Dennis Rodman. Qui veut avoir ce mec-là dans l'organigramme de son équipe, tu vois? Non, mais t'as raison, c'est que sa venue, elle est pas bien vue. Alors, il cherchait un poste 4 depuis le départ de Horace Grant. Et Dennis Rodman, même lui, dit que Greg Popovich l'a envoyé pour ruiner les Bulls. Ouais. Il dit, en fait, on m'a envoyé là-bas parce qu'il pensait que j'allais faire exploser le projet. Ouais, c'était l'une des théories, tu vois. On sait, le système de validation par les big stars, Jordan le voulait. Et Jordan revient, en fait, c'est l'année où il ressort de sa première retraite. Du coup, il revient en même temps que Jordan. La vraie question, c'est est-ce que ça va fitter avec les Bulls ? J'ai l'impression.
À Chicago, il va prendre le numéro 91, tout simplement parce que 10 est retiré chez les Bulls, donc 9 plus 1, ça fait 10. Bravo, exactement. Max, tu suis. Bon, sur la question du fit ou du pas fit, finalement, on va vite avoir la réponse. La plus grande saison de l'histoire, à l'époque, 72 victoires, 10 défaites, avec un Dennis Rodman dans le 5 majeur. Il inscrit 5,5 points pour 15 rebonds dans ses standards. C'est une symphonie. Cette équipe, c'est une symphonie. Franchement, honnêtement... moi je trouve qu'on n'en parlera jamais assez de cette équipe là, tu vois, parce que en plus tu sais, ils font le record, mais les matchs qu'ils perdent, c'est vraiment des matchs bidons, quoi, qu'ils lâchent, quoi. Ils sont pas du tout à la recherche d'un résultat en plus. Toi, quand il y a eu le débat avec les Warriors, notamment de Curry et KD, c'était un non-sens pour toi? Non, j'aime pas du tout ces débats. Je vais être super honnête avec toi. J'aime pas du tout comparer les époques. Okay. Donc du coup, tu sais, c'est un peu comme dans la musique, dire tu préfères tel groupe des années 70 ou machin qui fait la meilleure musique. Oh, franchement, les deux sont extraordinaires. Il y a de la place pour les deux. Il y en a pas un qui est au-dessus de l'autre. À mes yeux, tu vois, c'est deux équipes extraordinaires. Mais moi, j'ai pas de... No, ouais. Je répondrai pas. Merci de te mouiller en tout cas, Wax. Non, allez, les Bulls. Merci. Juste parce qu'il y a Rodman. Dennis Rodman d'ailleurs qui va rentrer dans le système de Phil Jackson, ça va bien se passer. Phil Jackson, c'est son deuxième père adoptif entre guillemets, le Zen Master comme il se faisait appeler. Toi, est-ce que dans ses livres il parlait de cette relation avec Phil Jackson? Ouais. Il parlait de ça et il disait que la première fois qu'ils se sont rencontrés, il pensait que Phil Jackson était un fou, en fait. Parce qu'il lui avait dit moi ce que j'aimerais bien, c'est que déjà tu me regardes dans les yeux quand tu me parles. Et Dennis Rodman était là genre wow, attends mec, qu'est-ce qui se passe là? Cool. En plus il avait un maxi bob, tu vois, genre il était un peu à l'arrache. Et l'autre lui a dit franchement viens, juste tiens-toi bien. Et en fait, tu vois, je pense qu'il a été malin Phil Jackson parce qu'il s'est dit ce mec là, ça se voit qu'il a des daddy issues. Si je fais un peu le papa, il va m'aimer. Et après il lui a donné plein de bons conseils, il lui a fait lire des livres, ce qu'il a fait avec beaucoup de joueurs derrière. Mais je pense qu'avec Dennis Rodman ça a marché plutôt bien. Ce qui est fou avec cette équipe des Bulls, c'est qu'il y a une alchimie sur le parquet qui est assez dingue, portée par évidemment Michael Jordan, mais en dehors des terrains, le trio Rodman, Pippen et Jordan, en fait ils se côtoient pas. Rodman il le dit, quand on part de l'entraînement, je pars à droite, Jordan part à gauche et Pippen part au milieu. Ils ont aucune relation. Et ils le disent tous les trois. Pippen dans son livre le dit et même en interview. Jordan s'en cache pas et Dennis aussi. Mais je pense aussi qu'ils ont un respect incroyable les uns avec les autres. Et d'ailleurs, ça va se ressentir à plein de moments, notamment les moments où il va y avoir des petites fuites de Dennis. Où ils vont aller le chercher, comme des frères en fait. Tu vois ce que je veux dire? Comme ton grand frère qui vient t'engueuler. On la haine de ouf. Mais et lui, je crois qu'il aime ça parce que c'est ce qu'il cherche. Tu vois. En tout cas, en playoff, ils vont dérouler, ils vont aller chercher le titre. Évidemment, Michael Jordan est exceptionnel. Et les lundis dans les NBA Classic Games, vous pouvez revoir ces matchs notamment. Rodman va être bon aussi. Il va aller chercher déjà son 3e titre face aux Supersonics. 3 titres déjà dans une carrière pour Dennis Rodman. On disait 2 titres, c'est exceptionnel. 3 titres, en fait, il continue d'écrire sa légende et il continue surtout de construire un des plus gros palmarès de l'histoire. C'est ça, parce qu'en plus, c'est pas un titre entre guillemets, et j'ai beaucoup de respect pour Robert, mais c'est pas un titre à la Robert Torrey, c'est-à-dire où t'es 7e, 8e homme, tu vois. Moi, j'adore Robert Torrey et je suis fan de lui. Interview sur First Team. Ouais. Très bonne interview et je crois que Erwan avait passé un très bon moment avec Robert, et même moi j'avais eu la chance de rencontrer Robert Torrey à la House Factory et j'avais passé un très bon moment avec lui. Mais là il est clé Dennis Rodman, c'est-à-dire que c'est pas un titre où il est comme ça, c'est que s'il est pas là je sais pas si le résultat est le même, tu vois. Sûrement vu qu'il s'occupe encore une fois d'une des superstars, il s'occupe de Sean Kemp lors des finales et de Frank Brickowski surtout. Et surtout qu'il fait sortir. Il arrive à rentrer dans sa tête les images de Dennis Rodman avec Frank Brickowski. Moi, c'est une finale que j'ai beaucoup regardée en VHS avec mon frère. On adorait cette finale-là parce que vraiment, l'attitude de Rodman, son intelligence de jeu, arriver à jouer avec les règles comme ça pour faire sortir le mec quand il y a des lancers francs qui sont shootés. Au lieu d'être comme tout le monde, tu sais, sur le côté prêt à aller prendre un rebond, il se met comme ça et regarde Frank Brickowski. Et je trouve ça extraordinaire. Quel artiste. Après ce premier titre, on va le voir déambuler en moto avec son écharpe rose. Je trouve que le prime du personnage d'Dennis Rodman il est à cette époque-là. Il est là, exactement. Et c'est là où on revient justement à cette histoire que je décris dans mon livre, donc
Fais un peu la promo de ce livre. Non, bon, écoute, c'est un livre qui s'appelle Shuffle, dans lequel je raconte 40 histoires de la musique. C'est illustré par Myriam Mal. C'est un livre que j'adore. Et que j'ai adoré faire plutôt. Après, c'est à vous de l'aimer ou pas. Qui est un super cadeau de Noël, on m'a dit. Eh ben, écoute, apparemment. Et j'y raconte l'histoire donc de Dennis Rodman à l'intérieur, qui a un rapport très particulier, donc comme on le disait, avec Pearl Jam, parce que Pearl Jam lui aurait sauvé la vie, comme il le disait. Mais surtout. À un moment donné, il a vraiment rencontré très fort Eddie Vedder, le chanteur de Pearl Jam. Ils sont devenus très amis. Et à un moment donné, il avait vachement la bougeotte, en fait, Rodman. Il adorait aller à des concerts, et des concerts de rock. Et quand il allait à des concerts de rock, il jammait et il adorait être slamé, en fait. Et être porté par le public et tout. Il adorait faire ça. Alors, c'était un sacré bout de viande. Donc, pour le porter, à mon avis, il fallait y aller, quoi. Il y a plusieurs, oui. Et il y a une histoire que je raconte dans le livre où c'est en 96 ou 97, je me rappelle plus exactement, je m'excuse, c'est écrit dans le livre, où il va voir Phil Jackson et il dit voilà, j'ai envie d'aller à un concert de rock demain. Ouais. Un peu genre papa s'il te plaît. Et ils sont à Seattle, donc la ville de Pearl Jam, et il dit d'accord, mais il est où ton concert? Il fait il est à Las Vegas. Il fait mais tu déconnes, il y a 3 heures d'avion, on a match demain, il est 16h quoi. Ouais. Et il dit non mais je veux vraiment y aller. Et t'as Eddie Vedder qui va pour dire bonjour à Phil Jackson parce qu'il est dans le coin, et il dit ok, Eddie Vedder c'est ça, je te confie Dennis Rodman. Allez au concert ensemble, mais tu me le ramènes demain pour le match. C'est dingue. Histoire dingue. Ils vont à l'aéroport, ils prennent un vol commercial, tu vois. Ah oui, c'est même pas un jet. Non, pas du tout, rien du tout. Ils vont à Vegas, ils vont au concert de Jane's Addiction, qui est un groupe que j'adore, où c'était Flea qui était bassiste. Elle est vraiment très années 90, cette histoire. Ouais. Ils slament toute la soirée, ils font nuit blanche, bête de teuf. Le lendemain, ils reprennent un avion à 6h du mat, il arrive à l'entraînement, il joue contre les Sonics le lendemain et il prend, je sais plus, 25 rebonds, un truc comme Incroyable. Ça. En nuit blanche. Mais c'est un mec qui était capable de ça. C'est fou. Ça fait partie de ces joueurs qui peuvent qui fait ça aujourd'hui? Dis-moi, Tom Saravino. Pas Neymar. Ça c'est sûr. Mais on disait sur le prime du personnage hors basket, hors parquet. Il y a aussi, on le voit partout à la télé, il y a cette interview, moi j'ai vu avec Cindy Crawford, où moi je suis né en 97, donc vraiment Cindy Crawford c'est une icône où je suis passé à côté évidemment des années 90. C'était la femme la plus connue quasiment. Il y a une interview, elle est sur ses genoux. Elle est sur ses genoux, je trouve ça incroyable. On le voit dans Double Team, donc Double Team, évidemment le film avec Van Damme, noté 1,6 sur 5, on vous le rappelle, mes films préférés de Wax. Non, il fait partie des cultes, tu vois. Il y a Mickey Rourke qui est vraiment aux fraises. Enfin, c'est génial, c'est à crever de rire. Et tout ça, c'est accepté par Phil Jackson, tu le disais. Puis dans la série The Last Dance, je trouve que c'est là où le documentaire est exceptionnel, c'est qu'on comprend tout ce que Phil Jackson a voulu mettre en place. Tu veux faire ça, on te laisse le faire, mais il faut assumer derrière. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai qu'on le disait, Dennis Rodman assume à chaque fois et fait des bonnes stats. Bon, le problème, c'est que la saison suivante, on va le revoir tomber un peu dans ses travers. Il y a des embrouilles avec des joueurs, des arbitres. Il va rentrer notamment en bif, on le disait, avec le grand patron de la NBA, David Stern, en l'incriminant en conférence de presse. En janvier 97, il va mettre un coup de pied à un caméraman. 11 matchs de suspension, et c'est la deuxième plus longue suspension de l'histoire à l'époque. Donc on va le revoir quand même péter des plombs, et ça pourrait inquiéter des franchises. Ça inquiète un peu les Bulls, mais moins qu'une franchise qui a moins d'histoire, en tout cas moins de vécu à ce niveau-là, quoi. Et c'est en 97 qu'il y a cette histoire en finale. Je sais pas si tu comptes en parler. Non, vas-y, pardon, bien sûr. Le match de catch où tout le monde dit où est Dennis Rodman, tout le monde pose la question à Phil Jackson, mais où est Dennis Rodman, et personne ne sait où il est, et en fait il découvre à la télé en direct qu'il fait un match de catch avec Hulk Hogan. Enfin ils sont très potes. Oui, mais c'est lunaire, mon gars. C'est lunaire. Il y a Diamond Dallas Page, enfin il y a tous les anciens méga qui forment une espèce de crew. C'était NWO, je crois. New World Order, ou je sais plus c'était quoi le truc. Il fait un match de catch alors que le lendemain il a match. Enfin c'est zinzin, et le lendemain pareil, il y va et il prend 24 rebonds et il est clutch en plus. Il fait gagner les Bulls. Il fait partie. Franchement, tu vois, toutes ces histoires qu'on se raconte depuis tout à l'heure, c'est quand même dingue.
c'est un seul mec. Hein. On a c'est pas une série d'histoires sur plusieurs mecs ou plusieurs équipes. C'est un mec. On a l'impression qu'il fait un bingo années 90 avec toutes les personnalités un peu qui ont l'hype à l'époque. C'est ça. Comme l'histoire à Vegas où on va le chercher, il est avec Carmen Electra. Enfin, tu vois, genre, what? Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. En tout cas, il fait le back-to-back contre le Jazz, avec évidemment Jordan au sommet de son art, mais lui, il va défendre sur Karl Malone, qui est MVP en titre, et ça va peut-être être la série la plus compliquée de l'histoire de Karl Malone, parce qu'il va défendre, encore une fois, il va se faire défendre par un chien enragé, tout simplement, et il va le rendre fou. Il va le rendre fou. Et en fait, c'est des images... On peut les re-regarder en mettant, je sais pas, genre un Eyes of the Tiger par exemple, en se disant que c'est vraiment la guerre, mais tu peux aussi les mettre en mettant le générique de Benny Hill, parce que c'est presque drôle, quoi. Franchement, tu sais, ils se mettent des savates à terre et tout, enfin, c'est quand même à crever de rire. Il gagne son 4e titre, Dennis Rodman, il a 36 ans, dans le même temps, il sort le livre que tu as lu, là, Bad as I Wanna Be. Il sortira un film 2 ans plus tard. Simon Says. Ouais. Avec une belle bouse aussi. Ouais, belle bouse. Il a pas fait de très bons films. Hein, non, si on peut reconnaître ça quand même. Dans son livre, tu l'as dit, tu le disais tout à l'heure, il va dire qu'il est bisexuel. Il va faire la promo de son livre, il va se marier à lui-même. Oui. Ça, c'est dingue, on le voit arriver en robe de mariée. Oui. Non, mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de dingue, et surtout, je pense que, tu sais, moi, j'ai beaucoup vu ça. C'était RuPaul qui en parlait, qui a inventé l'émission Drag Race, etc., qui a dit ça a été tellement important pour toute une frange de la population dans le monde de voir qu'il y a un mec comme ça qui disait bah ouais, et alors je suis un peu à part, et il y a quoi, c'est quoi le problème, tu vois. Parce que c'est aussi des fois ce qu'on peut attendre de gens un peu influents, tu vois, de prendre des risques. Lui, c'est même plus des risques, c'est il fonce droit dedans, et il a toujours été c'est la définition d'une personne libre. Je pense. Exactement, mais je pense qu'il a inspiré pas mal de mecs. Alors, je dis pas que c'était une bonne inspiration, surtout, hein, mais c'est un mec, en tout cas, qui peut t'enlever certains complexes. Bon, vis ta vie et ça ira bien. Et surtout, c'est capable de prendre 15 rebonds par match, par contre. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est que derrière, il y avait les records qu'elle allait avec, tu vois. Il arrive la dernière saison, la fameuse The Last Dance, hein, avec le documentaire sur Netflix. Lui, il a 37 ans quand même à cette époque-là. Il tourne encore à 15,0 rebonds de moyenne, ce qui est exceptionnel. Extraordinaire. Il va prendre sa 3e bague de suite, sa 5e en carrière. 2 fois DPOY, 2 fois All-NBA, 2 fois All-NBA Defensive Team, 7 fois de suite rebondeur de l'année, 5 titres de 5 bagues. Attends, qu'est-ce qu'on peut attendre de plus? Tu vois ce que je veux dire? C'est extraordinaire. On va un peu plus vite sur sa fin de carrière quand même, parce qu'elle est moins trépidante, en tout cas sur les parquets. Il va signer aux Lakers, numéro 73 sur le dos. Ça quand même, ça doit te rappeler une belle époque. Teinture accordée au maillot. C'est l'un des premiers maillots que j'ai eu. Que tu as alors moi j'ai eu le 91 évidemment, et le 73 des Lakers qui était dur à avoir. Je l'avais eu dans un magazine en remplissant le truc avec un chèque, tu sais. Ah oui. et franchement, moi j'y croyais vraiment. J'y croyais vraiment, c'est-à-dire Shaquille O'Neal, Kobe Bryant, on se disait il leur manque quelqu'un. Bon, à l'époque leur coach c'était Kurt Rambis, et je sais pas, il y avait déjà l'ossature de ce qu'allaient devenir les Lakers plus tard. Pour moi il leur manquait ce petit truc, et j'étais persuadé que ça allait être Rodman. Et à l'époque vraiment, alors il y avait pas de site de Paris ou quoi que ce soit, mais je pense que j'aurais mis tout mon argent de poche sur le fait qu'ils allaient être champions, tu vois, j'en étais persuadé. Il débarque donc dans un environnement qui est compliqué, avec Kobe et Shaq qui s'embrouillent tout le temps. Lui va jouer les médiateurs, évidemment, hein. Il va partir en vacances en plein milieu de saison, et il va dire je ne pouvais pas supporter ces jeunes gars qui n'arrêtaient pas de se plaindre dans le bus, dans les vestiaires, toujours en train de pleurer, j'en pouvais plus, j'ai fait un break et je suis parti à Vegas. Et Shaq dira plus tard que c'était le pire coéquipier qu'il a jamais eu de sa carrière. Ah ouais. Ce qui est fort comme take. Finalement, il va revenir, mais donc le coach, je le disais, Kurt Rambis, va finir par le cut après trop d'absence, trop de retard évidemment. Il a fait que 23 matchs aux entraînements, Il va pas du tout jouer du reste de l'année 99. Finalement, il faudra attendre le 25 janvier 2000 et les Mavs du jeune Dirk Nowitzki pour signer Dennis Rodman. Ça, c'est un des trades, une des signatures les moins attendus, quoi. C'est énigmatique. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a plein d'histoires là-dessus, parce que déjà il voulait porter le numéro 69, et ça lui a été interdit. David Stern, le patron, a dit non, tu peux pas, gros. Il n'y a pas de 69, donc c'est pour ça qu'il porte le 70. Parce qu'il ne le portait pas pour le Rhône-Alpes. Hein. Non. Attends, ça c'est clair. Et il va faire 12 matchs.
12 matchs où il va mettre la zermie aux autres en leur gueulant dessus, en arrivant de soirée avec l'odeur de l'alcool, il allait comme ça et il repartait genre avec ses fringues pour aller être DJ juste après. Enfin, il y a plein d'anecdotes sur. Il a fait que 12 matchs au Mavs et il y a tout un documentaire là-dessus. C'est assez. Je vous recommande d'aller le voir. On vous mettra le lien d'ailleurs du documentaire. En fait, ce qui est fou, c'est que ça peut être une belle histoire parce qu'il revient à Dallas, là où il a grandi. Donc, ça n'a pas non plus aucun sens de revenir à Dallas pour terminer sa carrière. Mais il va dire que Mark Cuban à l'époque est beaucoup trop intrusif dans sa vie. Il va le dire en conférence de presse. Le lendemain. Coupé. Ouais, c'est ça. Et Mark Cuban dit qu'il n'y a aucun lien. Juste le lendemain d'une critique, il va être coupé. On le verra quand même jouer en Europe, aux Philippines aussi, en Belgique, il va jouer. En Angleterre, je crois. En Angleterre, il va jouer. En 2008, il sort une autobiographie qui s'appelle Je devrais être mort, en français, où il fait la promo dans un cercueil aussi. Non, mais... Il est toujours très inspiré sur les promos. Très inspiré. Tu t'es inspiré un peu sur les promos de Dennis Rodman ? Non, moi personnellement, je suis pas du tout ce genre de personnalité-là. Tu vois, je suis beaucoup plus cool, mais ouais, lui, il est à l'image de ce qu'il a toujours été. Tu sais, il s'est quand même fait tatouer le visage de sa femme sur le visage il y a un an. Enfin, moi, ça me dépasse un peu, mais bon, c'est un artiste. Mais quand on l'avait vu faire les interviews dans The Last Dance, et il a quand même une tête où il continue de se percer le visage. Et puis pas que le visage. Ah oui, pas que le visage, effectivement. On va le voir encore au cinéma, dans les magazines People, parce qu'il va avoir une idylle avec Naomi Campbell. Ouais. Tu vois, il y aura, ça n'a jamais été vraiment vérifié, mais en tout cas, tout le monde le disait. Il va avoir 2 enfants, dont Trinity, qui veut plus lui parler. Ouais, qui veut plus lui parler, mais qui est aujourd'hui une des meilleures footballeuses aux États-Unis. Bien sûr. Et il y a son fils aussi, qui joue au basket, qui joue au basket. On l'a vu aussi aller en Corée du Nord. Mais ça, c'est le personnage. C'est-à-dire que tu peux pas tout garder. T'es obligé de jeter des trucs, de dire là, gros, t'abuses. Ouais. Là, tu vas un peu. Mais tu sais qu'en plus, ça partait d'une bonne intention d'après lui. C'est-à-dire que quand tu vois des interviews où tu dis, où les gens lui font, mais pourquoi tu fais ça ? Il fait, mais parce que moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on s'entende bien tous. Enfin, tu vois, il a un côté très candide comme ça. Qui moi me fait un peu fondre, j'avoue. Dennis Rodman en carrière, je te fais le résumé quand même. Hall of Famer, 5 fois champion, 7 fois meilleur rebondeur de la ligue consécutivement, 2 fois Deep Boy, 2 fois All-Star, 2 fois All-NBA Search Team, maillot retiré par Détroit, pas par Chicago, et ni par San Antonio évidemment, et encore moins par Dallas. Top 75 NBA en tournant donc à 7,3 points en carrière. Moi je trouve ça quand même assez dingue. Ça s'applaudit. C'est dur de placer ce mec, on va finir un peu avec des questions rapides comme ça, mais de placer ce mec dans l'histoire c'est assez compliqué, parce que ça n'a pas été le plus grand attaquant, ça a peut-être été l'un des plus grands défenseurs, le meilleur rebondeur. Vu que les classements all-time se font souvent avec le nombre de points que tu as mis et le nombre de titres que tu as gagné, c'est assez dur de le placer, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Après, franchement, en général, les classements font toujours polémique, donc de toute façon, c'est toujours très dur. C'est pour ça que j'aime bien le fait de faire les 75, tu vois, par exemple, quand c'était la 75e année de la NBA, c'est parce qu'il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. C'est 75 personnalités qui ont marqué la NBA de par et leur talent, leurs résultats sportifs, etc. Et d'ailleurs dans les 75 il y en a qui n'ont même pas de titre. Non. Mais comme quoi c'est pas, voilà, c'est important à un certain niveau quand on atteint le top 20 on va dire, mais avant ça c'est un peu plus ouvert. Et Dennis Rodman c'est dur de le placer. Moi c'est vraiment c'est à l'affect. Moi effectivement c'est mon joueur préféré de tous les temps. Qui peut se targuer d'avoir entre guillemets, je dis entre guillemets, éteint Magic, éteint Jojo, éteint Larry Bird, avoir joué avec Isiah Thomas, Michael Jordan, David Robinson, Dirk Nowitzki, Kobe, Shaq. C'est qui a ça? Tu vois, franchement, il y a ça aussi, tu vois, même si après il y a des mésaventures, tu vois, genre chaque Kobe et lui, ça va pas fonctionner, mais le fait qu'il ait joué avec eux et que il ait toujours fait ses plus de 10 rebonds par match et qu'il ait apporté ce qu'il a apporté, je sais pas, moi voilà. Non, il est unique. Il a été exceptionnel. Alors on n'éteint jamais vraiment des superstars parce que les mecs arriveront toujours à te mettre 30 pions sur la tronche. Il en a gêné énormément. Toi qui as continué de suivre la NBA jusqu'à maintenant, est-ce que tu as essayé de retrouver un personnage comme lui, en tout cas un joueur qui lui ressemblait, ou c'est plus du tout ce genre de joueur que tu attends en NBA maintenant? Ah non, si. Toujours. Moi, toujours, et c'est pour ça que j'ai été autant amoureux de Rashid Wallace, qui est très différent, mais qui avait ce côté hurler, ball don't lie, machin, etc. Qui en avait rien à foutre de son image, qui dansait comme un espèce de zinzin, qui était pareil, un personnage
hyper singulier, tu vois. Bon, plus tard, moi j'ai eu le fantasme Draymond Green en me disant, tu vois, pareil, un mec qui est pas porté sur les points, mais plutôt sur tout ce qui est à côté. Bon, après, je suis un peu moins fan de Draymond Green, même si c'est un joueur que j'ai beaucoup apprécié. C'est aussi le romantisme d'une époque où on n'entendait pas les mecs parler tout le temps. Là, le fait que Draymond Green, il ouvre sa gueule tous les 2 jours. Avec un podcast. Ouais, c'est ça. Dennis Rodman dans un podcast à l'époque, ça aurait fait des... Ça aurait pas fait bon ménage, hein, je pense. Non, je pense que c'est très bien qu'il n'y ait pas eu. Comme d'hab, on termine Double Team avec quelques questions rapides. Pour toi, c'est quoi ton meilleur souvenir de Dennis Rodman ? Mon meilleur souvenir de Dennis Rodman, écoute, je pense que c'est les finales 98 parce que on les a regardées en direct et que j'avais mon maillot sur moi, que j'étais... il m'a fait porter un maillot des Bulls quand même. Tu sais qu'on connaît le truc qu'il y a entre les Bulls et la rivalité qu'il y a entre les Bulls et les Pistons et je pense que ces finales-là... Bon, après, voilà, mais avec du recul maintenant, ça reste les finales 96 avec Frank Brickowski. Je pense qu'il y a tout ce qu'est Dennis Rodman dans ces finales. Tu l'associes à quel joueur en premier ? Je l'associe à Isiah Thomas. Avant Jordan. Avant Jordan. Ouais. Pourtant, tu l'associes aux Bulls avant les Pistons. Oui, bien sûr, mais en fait, le truc, c'est que forçait de regarder des documentaires sur lui, des films, etc. Les Bad Boys de Détroit ont tellement forgé le joueur qu'il allait devenir que la relation grand frère Isiah Thomas et lui est tout de suite dans ma tête. Et quel coach ? Chuck Daly. Chuck Daly ? Ouais, c'est son papa, donc c'est ce qu'il dit. Tu vois. Ouais. Merci. On a fait le tour de Dennis Rodman. On a fait long parce qu'il y avait plein de choses à dire. C'était très intéressant. C'était, j'imagine, cool pour toi de parler de ton joueur préféré. Bah ouais, on n'en parle jamais assez. Ah non, on n'en parle jamais assez de Dennis Rodman. Écoute, merci. On va vous souhaiter de bonnes vacances puisque c'est les vacances scolaires, de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas, si vous voulez faire un beau cadeau, le livre de Wax qui est sorti et qui est dispo de partout. Merci Wax et on se revoit bientôt. Ouais, à très vite. Merci Tom. Allez, ciao tout le monde.